P-E-A-T. Nous connaissons depuis longtemps l'existence de substances qui, sous différentes formes, ont des effets sur notre métabolisme. Mais depuis quelques années, une nouvelle drogue est apparue sur le marché sous une toute autre forme inédite, la musique. Cet art, bien connu pour ses effets sur notre humeur, a été développé en e-drugs, ou drogue numérique, dans le but d'affecter notre cerveau dans une plus grande ampleur. Effectivement, dans notre société où le développement informatique est à son apogée, cette nouvelle forme de drogue digitale conquiert de plus en plus les jeunes générations. Le principal logiciel de lecture et de stockage de ces pistes audio a été créé il y a 5 ans par un développeur informatique américain, Dominic Ashton. C'est eDozer. Ce site internet offre, contre quelques dollars, des doses ou pistes audio qui, écoutées au calme, un casque sur les oreilles, provoqueraient un état de transe, d'euphorie, bien que les avis sur ses effets soient partagés. Ce site, depuis sa création, inquiète les parents des jeunes utilisateurs, qui craignent ses effets sur leurs enfants. Mais ces drogues sont-elles réellement dangereuses? Notre reportage portera sur ces nouvelles drogues numériques d'eDozer et s'articulera sur la problématique suivante. Dans quelle mesure les pistes audio de eDozer peuvent-elles devenir la nouvelle drogue du XXIe siècle? Avant de comprendre ce que sont les pistes audio d'eDozer et comment elles agissent sur notre cerveau, il paraît important de préciser comment celui-ci perçoit les sons. Nous nous sommes alors adressés à Mademoiselle Modena, étudiante en musicologie, qui a accepté de nous expliquer de quelle manière les ondes sonores sont reçues, puis analysées par notre système cérébral. Il faut savoir que la perception auditive est divisée en 2 étapes afin de réaliser le cheminement du son. On peut distinguer 3 étapes majeures au cheminement du son. La source du son, sa propagation au sein de l'oreille, puis son arrivée dans le cerveau. Le son se propage de la source au récepteur qui est l'appareil auditif, donc les oreilles. De nombreux mécanismes dans l'oreille nous permettent de percevoir les sons. Une grande partie de ces mécanismes auditifs se situe à l'intérieur de l'oreille, qui est donc composée de 3 parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Je vais maintenant vous parler des 3 entités complémentaires de l'oreille. Donc, dans un premier temps, l'oreille externe. L'oreille externe est la première paroi qui rencontre le son dans notre oreille. Elle est composée de 3 éléments. Le pavillon, qui se situe ici, qui a la forme près de celle d'un entonnoir, est formé d'un cartilage à tendance élastique recouvert de peau. Il permet de capter les sons. Ensuite, il y a le conduit auditif. Il a pour rôle de canaliser les sons, amplifier et de faire converger les vibrations sonores vers le tympan. Et donc enfin, l'oreille externe comporte le tympan, qui est une membrane élastique plutôt fine mais très résistante. Ce tympan va vibrer à chaque fois qu'une onde mécanique va le heurter. Il sert donc d'intermédiaire en faisant passer le son de l'extérieur, donc de l'air, vers l'intérieur, l'oreille moyenne. Ainsi, il isole l'oreille externe de l'oreille moyenne. Nous allons désormais nous intéresser à l'oreille moyenne, qui sépare l'oreille externe de l'oreille interne. L'oreille moyenne est en réalité ce qu'on appelle la caisse du tympan. C'est une cavité remplie d'air qui se compose principalement des osselets et de la trompe d'Eustache. Les osselets sont au nombre de 3, le marteau, l'enclume et l'étrier. Ce sont aussi les 3 plus petits os du corps humain. Ces 3 osselets sont connectés au tympan grâce au marteau. Ils sont également reliés entre eux par des ligaments. À la suite du tympan se trouve tout un mécanisme. Lorsque la membrane vibre, le marteau fait de même et met en mouvement l'enclume. Puis l'étrier, qui, en se contractant, bloque les vibrations qui pourraient être dangereuses par leur force trop importante. Ce dispositif permet l'amplification des vibrations du tympan. La trompe d'Eustache relie l'oreille moyenne et le pharynx. Elle est normalement formée et aplatie, mais s'ouvre au bâillement et à la déglutition. Cette trompe permet l'équilibre entre la pression de l'air, comme par exemple lors de la montée ou descente en altitude.
Pour terminer mon explication de l'oreille, je vais vous parler désormais de l'oreille interne. À la suite de l'étrier se trouve la cochelée. C'est une sorte de récipient en forme de colimaçon qui contient un liquide appelé endolymphe, dans lequel baignent des cils. Lorsque l'étrier pousse sur la membrane de la cochelée, le liquide bouge, ce qui provoque la vibration des cils. Cette action leur fait créer de petites décharges électriques qui sont transmises au cerveau par le nerf auditif qui se situe dans l'axe autour duquel le colimaçon osseux s'enroule. Ainsi, des signaux nerveux sont créés. Toutes les vibrations sont transformées par le nerf auditif en messages de type électrique, qui seront transmis au cortex cérébral. Au cours de ce trajet, les signaux nerveux subissent des transformations causées par les caractéristiques de l'activité des neurones, avant d'arriver au cortex auditif où ils sont triés, analysés, comparés à des données sonores, mémorisées et identifiées pour être enfin traduits en sensations nerveuses. Donc le système nerveux est constitué du cerveau, mais aussi de la moelle épinière et des nerfs. La zone colorée du cerveau que nous voyons est la partie où les informations sonores sont traitées. Connue comme le cortex auditif, cette zone stimulée par le son est appelée lobe temporal. Dans le cerveau, lorsqu'une aire participe à la réalisation d'une tâche, les neurones sont actifs, ainsi le débit sanguin augmente. Afin de mesurer ce débit, on utilise une technique de tomographie par émission de position. Ainsi, nous pouvons mesurer l'activité du cortex cérébral et observer quelle partie fonctionne. Pour terminer, le cerveau étant divisé en deux hémisphères, nous savons qu'elles sont toutes deux mises à contribution, malgré que leur rôle soit différent. La partie gauche prend en charge la mélodie et le rythme, tandis que l'harmonie serait du ressort de la partie droite.